Bonjour à vous. Je peux résumer la vidéo d'aujourd'hui en disant que je vais vous partager ma vision positive des mauvaises nouvelles. Je vais aussi vous parler de ce qui est si important pour moi, c'est-à-dire que on peut passer beaucoup de temps à regarder les mauvaises nouvelles. Et puis, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'addiction à ça, un genre de dépendance, à vouloir savoir absolument qu'est-ce qui va pas bien sur la Terre. Puis, quand on se met à parler des bonnes nouvelles, des choses bien, ben, une partie des gens qui nous écoutent qui éprouvent un peu moins d'intérêt pour ça. Puis je comprends ça. Il y a dans notre cerveau, en passant, on a différentes zones, paraît-il, puis il y en a une qui est associée à la peur ou à la protection par rapport au danger. Puis c'est une zone qui est primaire, qui est très, très importante, puis qui réagit de façon instantanée, sans réflexion. Puis paraît-il qu'on a d'autres régions qui sont plus associées à des affects positifs. Puis ça pourrait expliquer pourquoi on est captivé par ce qui va pas bien sur la Terre. Mais je vais commencer ma vidéo avec quelque chose de super positif. J'ai été passionnée par une entrevue, puis bon, les ressources que j'utilise, les sources plutôt que j'utilise, je les mets dans la description de la vidéo pour la plupart. Alors, si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez regarder les mêmes vidéos que moi, les entrevues, puis les reportages. Il y a une entrevue qui m'a vraiment captivée, c'est avec Kim Pache, qui est un Suisse qui va passer un peu de son temps dans l'année, pas mal même, dans le Yukon à refaire les gestes des hommes des bois. En tout cas, c'est super intéressant. Puis il y a une qui parle, il partage ses réflexions, puis il y a une question qu'il pose qui me semble être centrale dans ce changement de paradigme qu'on traverse, c'est comment peut-on vivre simplement? Comment peut-on vivre simplement? Je ne sais pas si vous réalisez comme moi qu'on passe au moins 90% de notre vie, notre quotidien, à être occupé et préoccupé par des aspects matériels du système dans lequel on vit. Aussi notre travail, les loisirs, tout ce qui a été créé dans le système matérialiste, basé sur une culture, sur une histoire, sur les informations qui circulent dans les médias, mais aussi sur l'éducation qu'on a reçue. Et qu'on a perdu progressivement le contact avec la nature et l'idée qu'il est possible de vivre simplement en travaillant moins, en étant plus comblé émotivement. C'est super captivant. Bon, si je vous partage quelques éléments de cette entrevue-là, euh, et il dit que le mot nature, en tout cas, il remet en question l'utilisation du mot nature quand on le distingue de ce qui est humain, comme si on supposait que l'humain n'est pas nature. Puis il préfère distinguer la domestication de l'aspect sauvage de la réalité en disant que on est en guerre, nous les humains, contre tout ce qui n'est pas domestiqué, mais que finalement, l'aspect sauvage domine notre réalité en donnant l'exemple que, bon, avec nos bâtisses de béton, on peut prendre le dessus sur la nature, mais que éventuellement, si on abandonne la ville, par exemple, il y a toujours la nature qui va repousser, qui va dominer la civilisation basée sur du béton. Je ne sais pas si vous avez cette impression parfois d'observer de plus en plus de loin une vie étrangère à votre vie, un monde étranger, surréaliste. Quand, par exemple, vous voyez passer, j'ai vu Zelensky en Ukraine qui veut plus d'armes, plus d'argent, ou encore les décrypteurs qui parlent de selon eux, la désinformation au sujet de Trudeau,
une désinformation qui circule là, sur le plan international en, en associant Trudeau à un dictateur. Vous écoutez ça, puis l'impression que qui vient, c'est complètement surréaliste. Ou encore, vous voyez la guerre avec des soldats armés, des fusils, comme ça se peut pas. Ça existe encore, ça. C'est une réflexion que j'ai de ce temps-ci avec toutes ces questions existentielles qu'on peut se poser. Cet homme, Kim Pache, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il dit on peut passer beaucoup de temps ben, il dit pas ça comme ça, mais on se pose beaucoup la question pourquoi c'est comme ça, pour essayer de comprendre la réalité. Puis je sais pas si vous en êtes arrivé à un point où, à un moment donné, vous avez l'impression que vous en savez assez. Et c'est peut-être intéressant, plutôt que de se poser la question pourquoi, de se poser la question du comment. Comment, dans l'observation de la réalité, pour mieux comprendre cette intelligence qui existe autour de nous dans la nature, de la création dont on fait partie. Par exemple, puis lui dit, il parle des peuples qui vivent encore maintenant dans le bois, dans la nature et qui vont dire, ben, tu sais, à un moment donné, on peut laisser ça au mystère de la vie. On peut arrêter de se poser des questions. On peut, il parle de poésie aussi. Tu sais, on peut considérer qu'il y a une poésie qui nous dépasse, qu'on n'a pas besoin de savoir nécessairement. Puis c'est pas, évidemment, parce qu'on vit toute une période de temps où c'est important de se poser des questions pour réaliser ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais à un moment donné aussi pour vivre, on peut commencer à s'intéresser moins aux nouvelles, surtout aux nouvelles négatives qui circulent, puis regarder plus la vie, la réalité, puis être en lien direct avec les gens. Je partage tout de suite une petite anecdote personnelle, puis vous en avez peut-être vous aussi. J'ai invité mes voisins et amis à la maison pour un fika traditionnel. C'est un goûter qu'on fait, café. J'avais fait un potage aux carottes. Et puis, un dessert, tout ça. Et on s'est retrouvés. Il y avait mes amis voisins, c'est un professeur de français retraité, bibliothécaire retraité. C'est un couple, une physiothérapeute, un ouvrier dans une usine. Puis, on a commencé à avoir une discussion très profonde sur notre foi. J'étais tellement pleine de gratitude suite à cette rencontre. Puis à chaque fois que je viens pour vivre une rencontre que je sollicite ou bien je suis invitée quelque part, j'ai toujours une petite appréhension avant. Bon, ici, c'est assez normal aussi parce que je me dis, bon, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller assez dans la langue, parce que je parle pas aussi bien que je le voudrais là, en suédois. Mais je réalisais, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, qu'on a tellement été enfermés dans un monde individualiste on est devenu quasiment inconfortable jusqu'à un certain point dans nos relations. Puis on vit une occasion de réapprendre à être à l'aise avec l'autre et de considérer que c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie, être en lien avec les autres puis être en lien avec la nature. Autre petit partage personnel, j'ai installé mon lit tout près d'une grande fenêtre. Puis le soir, quand le ciel est clair, je m'endors en regardant les étoiles. Puis j'essaie de comprendre par mon cœur. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, au lieu d'utiliser mon mental. Puis en mettant de côté toutes les théories qui existent au sujet de l'univers et du monde matérialiste, j'essaie de capter ce que j'en comprends avec mon cœur. Puis il se passe quelque chose d'assez particulier à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez eu ça, ces grands frissons dans le corps qui vous traversent, ce qui est relativement, pas nouveau, mais plus fréquent maintenant dans mon cas. Peut-être c'est la même chose pour vous. Quand j'ai l'impression d'être en contact avec une vérité, soit dans la nature, soit avec quelqu'un d'autre qui me partage quelque chose d'émotif, par exemple.
Parmi les... Ah, c'est ça, je voulais vous dire aussi, au tout début de cette crise, j'avais partagé l'image que j'avais lorsque j'entendais une annonce gouvernementale. Ça m'apparaissait comme un chien qui jappe. Puis je disais, un chien qui jappe, c'est un chien qui a peur. Alors qu'on pense qu'un chien qui il nous agresse, mais dans le fond, il a peur. Maintenant, ce qui m'apparaît, c'est comme une bête qui est prise au piège et puis qui se débat. Puis en se débattant, il fait bien des dégâts autour de lui. C'est vraiment l'image qui me vient parce que le piège dans lequel il est, c'est la vérité qui émerge. Une vérité qui vient soit des scientifiques qui s'expriment et qui ont un point de vue différent des acteurs médiatiques, mais il y a aussi des gens qui nous aident à comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors, je vais vous parler un peu de ça dans ma vidéo. Novak Djokovic, c'est une vérité qui émerge aux yeux de tous, qui est ce tennisman qui a gagné un concours en Australie et qui n'est pas vacciné. Ensuite, une entrevue avec Colin Jorzko à Stop World Control, qui est une organisation super intéressante. Une entrevue avec Rainer Fulmich. Alors, M. Jorzko, c'est un ex-directeur exécutif de l'ONU qui nous explique comment ça marche dans ces institutions internationales qui sont dirigées, selon lui, par les oligarques et comment c'est toute une question d'argent parce qu'il y a bien du monde quand qui sont engagés, qui ont des emplois et qui agissent de manière politiquement correcte une fois qu'ils sont engagés. Excusez pour le boum boum des notifications. Donc, nous explique, ben, entre autres, il y a deux messages, dans le fond, comme plusieurs autres reportages, entrevues qui circulent en ce moment. C'est un système qui s'autodétruit, qui ne survivra pas. Mais le maintien de ce système-là par des acteurs qui sont payés et qui risquent de perdre leur job s'ils parlent, mais nécessairement un retour à des relations plus humaines, des gens qui nous parlent d'amour, puis entre autres cet homme-là qui nous dit de reconnecter avec la nature plutôt qu'avec ces organisations internationales et qui nous dit Be yourself before others tell you who you are, c'est-à-dire sois toi-même avant que les autres te disent qui tu es. Je trouve ça vraiment impressionnant, mais il nous aide à comprendre comment ces systèmes perdurent parce qu'il y a parce que ces crises, comme la dite pandémie ou le dit changement climatique sur lequel je vais revenir, ça génère beaucoup d'emplois. Puis les gens ensuite ont du mal à partager ce qu'ils savent parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Et puis ils ont reçu aussi des privilèges, beaucoup d'argent, mais aussi des voyages, des repas payés. Ensuite, Sacha Latipova, qui est une experte dans le domaine pharmaceutique qui nous explique la frontière qui est vraiment pas floue entre les agences militaires puis euh, l'industrie pharmaceutique, puis qui fait une revue de ce qui s'est passé dans les 10, 15 dernières années à partir des gouvernements, en passant par Obama puis Trump, entre autres, et qui fait en sorte que ce qui sont considérés par les médias et les gouvernements comme des médicaments sont en fait des contre-mesures des armes biologiques dans une guerre qui semble avoir lieu en ce moment, puisqu'elle réfère à ces organisations qui chapeautent la production d'injections. The Great Global Warming. Hyper intéressant. C'est des scientifiques spécialisés en écologie, en environnement, qui expliquent que le changement climatique, qui est normal, qui est périodique, les responsables, c'est deux choses. C'est d'abord la fluctuation de l'intensité du soleil, puis c'est l'eau par la formation des nuages. Est-ce que je peux? Je ne sais pas. Je pense que je peux pas. Ah oui, je pourrais arrêter mes notifications. Donc, il explique que les vrais responsables, c'est ça. Et le problème de la désinformation, c'est
les modèles de pronostics catastrophiques en utilisant des données qui ne sont pas du tout en connexion avec la réalité et sans considérer ces deux responsables, le soleil et puis l'eau. Et puis, eux aussi parlent de ces gens-là qui ont eu beaucoup d'argent sur la base de cette crise du changement climatique et qui ne sont pas prêts à lâcher leur job. Quelque chose sur le plan médiatique. En France, Macron a interpellé dans un déjeuner les éditorialistes de grands journaux et leur a demandé d'être les porte-paroles de lui. Puis ça nous fait réaliser, donc il y a quelqu'un qui nous raconte ça, comment les éditorialistes ont transmis une nouvelle qui est finalement le point de vue de Macron sur les protestations contre la réforme des retraites. Comment on se rend compte que le journalisme n'est plus? C'est-à-dire que il parle de perroquets. Les journaux sont des perroquets, des chefs politiques qui ont des intérêts qui sont bien différents de ceux de la population. Ensuite, je ne l'ai pas mis celle-là, là, mais c'est une discussion entre Schwab et Bourla, là, qui est dans Pfizer, qui dit quelque chose de vraiment intéressant. Ils sont en train ensemble de se moquer de ce qu'ils appellent la désinformation. Ils parlent entre autres du fait que il y a une information qui circule à l'effet que Bourla aurait été arrêté par le FBI. Ça devrait nous permettre de comprendre qu'il y a très possiblement des montages de désinformation qui ont été faits par des gens qui ensuite l'utilisent pour se moquer de la résistance, pour discréditer la résistance. Puis c'est à nous à apprendre à utiliser notre discernement lorsqu'il y a des informations qui sont tirées par les cheveux, qui nous apparaissent assez exceptionnelles. Euh, on a tout avantage à rester discret, prendre une distance par rapport à ces informations-là, porter un jugement, consulter d'autres sources d'informations pour se faire une idée. Parce qu'évidemment, maintenant, ce discrédit-là va servir à justifier la censure dans les médias sociaux. Ensuite, un vétéran militaire qui explique, en parlant de la guerre en Irak puis en Afghanistan, comment ce qu'on fait à croire aux militaires en disant que les responsables, ce sont les pauvres gens qui se trouvent dans des pauvres pays, qui sont des civils. Alors, les responsables de la guerre seraient eux, alors qu'ils réalisent bien que les vrais responsables, c'est ceux dans les pays qui envoient ces soldats-là, n'offrent pas des conditions favorables à la vie des gens. C'est-à-dire qu'il explique que les militaires se sont engagés dans l'armée, souvent pour aller chercher une éducation, pouvoir nourrir leur famille, se sentir utile, et puis que dans les faits, puis ensuite sont envoyés à la guerre. Mais dans les faits, c'est pas normal. Je reviens avec cette idée-là qui me semble centrale. C'est pas normal que les ressources qui permettent la survie d'une population, les ressources appartiennent à une minorité, puis ensuite les gens doivent détruire leur santé, puis dans le cas des militaires, aller tuer du monde à l'extérieur, complètement absurde, pour gagner leur vie. Au Québec, une commission d'enquête citoyenne, je vous en parle, puis je vous ai mis un lien parce que Marc-André Paquette, qui est un ami à moi, s'est proposé comme témoin dans cette enquête et vous pouvez le faire aussi. Marc-André Paquette, c'est quelqu'un qui a défendu les enfants durant cette crise. Il y a un traité pour les droits qui fait l'objet d'un rassemblement à partir du 17 février à Québec. Je vous ai mis les liens, puis j'ai fait référence à Daniel Gicoté qui présente à travers un clip intéressant de recettes de pain une vision très positive des rassemblements. C'est au-delà d'énoncer le fait qu'on a des droits, évidemment,
qui ont été bafoués à travers ces crises-là. Se rassembler, c'est surtout aller retrouver des gens qui pensent un peu comme nous et qui sont les artisans d'un monde basé sur des valeurs plus humaines. Alors, c'est très intéressant de l'entendre parler de ça. Mosika, j'en parle parce que dans la dernière vidéo, j'avais partagé mon utopie d'un monde basé sur le don. Quelqu'un a eu la gentillesse, merci beaucoup, de me dire que c'est pas une utopie. Puis Mosika, c'est justement une organisation basée sur cette idée-là, une société sans argent. Puis dans les mêmes temps, il y a Philippe Guillemot puis Romain qui sont responsables de Synapse, 6 NAPS, je vous ai mis le lien, et qui veulent développer justement des cercles d'échange de biens ou de services basés sur le don. Je trouve ça super intéressant. Des sites qui favorisent les liens, il y en a plusieurs. Évidemment, je pense aux marches ou rendez-vous pour briser l'isolement au Québec. Synapse est très présent en France, mais ça veut se développer aussi dans d'autres pays. Puis au Canada, en Belgique, en France, dans d'autres pays, il y a toutes sortes de sites qui favorisent le lien, qui est hyper important, à mon avis, dans ces temps troubles et qui permet à chacun de retrouver des gens dans leur région qui sont solidaires. Puis enfin, un reportage sur les Jésuites. L'essentiel de ce reportage, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'étrange dans le fait que la religion a participé au nom de la gloire de Dieu à de la torture chez les peuples autochtones, par exemple, ou lors le nom m'échappe, mais vous le savez, là, lorsque des religieux de la religion, les gens de la religion catholique ont voulu imposer leur religion, que ce soit ici, dans les pays scandinaves, par exemple, ou en Europe ou dans d'autres continents, ont imposé cette religion. Il y a quelque chose, on doit se poser des questions par rapport à ça. Mais ce qui m'apparaît important de dire, de m'arrêter par rapport à ça, c'est inutile, à mon avis, de rentrer dans un conflit entre humains qui sont, pour la grande majorité, sinon tous, qui ont un cœur, une âme et qui prônent l'amour, la bienveillance, mais qui se sont fait prendre dans des dogmes qui, maintenant, on le comprend, sont des absurdités. Mais imaginez qu'il y a des gens qui trouvent ça tellement important qu'on nomme les choses, qu'on parle de l'histoire, qu'on réfère à des paroles de Jésus, à l'image d'un Dieu créateur. Il y a ces gens-là qui font le bien autour d'eux, puis il y a d'autres gens qui font le bien et qui préfèrent dire les choses autrement en disant j'agis selon la parole et c'est ça qui est important. C'est absurde de chicaner parce qu'essentiellement, on vise la même humanité. Et ce qui est important aussi de dire là-dessus, c'est qu'on peut, chacun de nous, vivre des moments où on peut sentir une profonde colère à l'intérieur de nous, qui est en fait une résistance très profonde à être confronté à par des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. C'est des croyances basées. Nos croyances sont basées sur les histoires qui ont été racontées dans les livres ou par notre éducation, des livres qui ont été écrits par des personnes. C'est les références qu'on a qui ont construit nos croyances. Eh bien, quand on est confronté à ça, on va éprouver une résistance incroyable à l'intérieur de nous, puis c'est très inconfortable. Et c'est, je crois, en ce moment, une occasion d'apprivoiser cette résistance-là pour s'ouvrir l'esprit et le cœur à des gens qui ont la même finalité,
mais le disent dans d'autres mots. Quand même, c'est quand même très surprenant de constater que notre foi peut être associée à des événements dans l'histoire qui ont participé à de la torture. C'est se poser des questions. Bon, est-ce que c'était récupéré? Est-ce que l'histoire qui a été écrite, elle est vraie? Il y a tellement de choses qu'on apprend en ce moment qui nous permettent de remettre en question les livres d'histoire. Mais en même temps, c'est pas important. Je reviens un peu à ce que disait Kim Pache. Est-ce que c'est si important de savoir pourquoi? En ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens qui sont authentiques, sincères, qui font le bien et souvent bénévolement, et qui ont un désir à la fois de retrouver cette humanité, de sortir dans l'individualisme, de retrouver notre aisance à être en lien avec les autres, un lien direct, vrai. Et aussi, pour moi, c'est une clé de retrouver notre connexion avec la nature, hein, puis de se considérer comme faisant partie de la nature, comme être vivant et puis être l'expression d'une création, de quelque chose qui nous dépasse. Et on a tous une façon de dire cette chose, cette réalité-là, de l'exprimer. Et puis je terminerai en disant qu'on a aussi, on est des apprentis en ce moment parce que on a appris avec notre mental à partir de mots. Et comment on peut vivre simplement, puis retrouver notre capacité d'apprendre avec notre cœur, avec peu de mots, avec un regard, avec un geste, prendre la main d'une personne, la regarder sourire, dire peu de mots qui veulent en dire beaucoup, qui veulent dire l'essentiel. Je suis vraiment étonnée de voir que plusieurs des gens qui interviennent en ce moment ont vraiment le même message. On assiste à la destruction de quelque chose, comme je le dis souvent, comme je l'ai dit, mais aussi à la naissance d'autres choses de très beau. Je termine en vous disant merci encore une fois. Merci d'être en lien, de participer à ces liens-là. Puis à bientôt.